Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin, en direct et en replay aussi sur le site, pour vous présenter l'équipe projet Neurosphinx, donc c'est-à-dire l'équipe opérationnelle, son fonctionnement, son organisation, mais aussi sa dynamique. Donc je suis Iris Arsenakis, donc chef de projet santé de la filière. J'ai rejoint donc la filière Neurosphinx en novembre 2020. Donc mon rôle, c'est d'être l'interface entre les animatrices, donc le professeur Sarnaki et le docteur Crétol, qui se sont présentés plus tôt dans la matinée, et les chargés de mission, donc qui sont au nombre de 5 et que je vous présenterai dans les prochaines minutes. Elles ont chacune une expertise donc sur différentes thématiques en communication, transition, e-santé, ETP et recherche et base de données. Je suis aussi l'interface entre les centres de référence et les centres de compétences et les organes institutionnels tels que la DGOS, donc Direction générale de l'offre de soins au sein du ministère des Solidarités et de la Santé. Et enfin, je pilote les chargés de mission et j'ai des prérogatives qui s'étendent à des volets budgétaires et réglementaires. Donc, on souhaitait voilà, vous donner de la visibilité sur la gouvernance. Donc, la gouvernance qui est définie au sein de la charte de fonctionnement de la filière. Donc, comme vous le constatez, au cœur de cette gouvernance, il y a un comité de pilotage. Et cette gouvernance a été pensée pour créer une synergie, pour créer des échanges collaboratifs. L'idée, donc, c'est que le comité de pilotage valide et définit la mise en œuvre des orientations. Voilà. L'optimisation aussi des moyens alloués. Et du coup, nous collaborons tous ensemble, donc 6 groupes de travail, donc entourés en orange. Le comité de pilotage s'est également réuni 13 fois depuis la création de sa filière, donc c'est vraiment cette envie voilà, de tous donner notre expertise. Et donc l'équipe projet, donc équipe opérationnelle, voilà, les 5 chargés de mission et moi-même. Le conseil scientifique, je laisserai Safia Sioustef, donc chef de projet recherche et base de données, vous le présenter plus en détail. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce fonctionnement. Concernant donc les budgets, euh, donc pour simplifier, on le divise en 2 tranches, donc la part fixe et la part variable. Donc la part fixe, on l'obtient généralement entre janvier et mars de chaque année et la part variable dépend des projets en cours. Donc la filière voilà, fonctionne grâce au financement de la DGOS que nous remercions vivement. Et du coup, on le divise en 3 circulaires, donc C1, C2 et C3. Toujours grâce au financement de la DGOS, la filière de santé maladies rares orchestre la production et la publication de protocoles nationaux de diagnostic de soins. En fait, ce sont des référentiels de bonnes pratiques qui sont consultables par tous sur le site de la Haute Autorité de la Santé. Donc, la filière Neurosphinx a déjà publié 2 PNDS par le CHU de Rennes et 8 PNDS vont être publiés avant septembre 2021. Donc nous remercions nos centres de référence et nos centres de compétences pour leur expertise qui est à l'origine en fait de la rédaction de ces PNDS. Donc sans plus attendre, voilà, j'ai le plaisir de donner la parole à Safia Siousef, donc chef de projet recherche et base de données. Merci Safia. Bonjour tout le monde. Merci Iris. Et moi, je travaille sur les aspects recherche et base de données au sein de la filière. Dans le cadre de mes missions, j'anime le conseil scientifique Neurosphinx. Je participe aussi à la mise en place et l'organisation des appels à projets recherche. Et je travaille aussi avec Julie et le comité scientifique et toute l'équipe pour l'organisation de formation et l'information. Actuellement, c'est sous format de webinar. Et en parallèle, je fais de la veille scientifique de manière assez régulière en forme de journal de la recherche
trimestrielle et aussi en alimentant le site, la rubrique recherche. Dans une deuxième partie de mon travail, je m'occupe aussi des bases de données maladies rares, BAMARA, que je présenterai un peu plus en détail. Donc, la filière Neurosphinx bénéficie de 100 conseils scientifiques qui est constitué de 12 membres qui sont tous des responsables de nos centres maladies rares et il est présidé par le professeur Parker. Le conseil scientifique reste dans le cadre de ses missions, donc vraiment dans le cadre des missions de la filière, autour de 3 axes: soutenir la recherche, favoriser la formation et tout ça dans l'objectif principal aussi d'améliorer la prise en charge des patients. Donc, avec cette équipe, nous avons lancé l'année dernière le premier appel à projet recherche de la filière en mai 2020, qui était destiné aux professionnels de nos centres et aux étudiants. Différents projets ont été subventionnés, 9 projets portés par 8 centres maladies rares Neurosphinx à hauteur maximale de 50 € selon l'appréciation des jurys. Vous allez découvrir sur chaque session recherche les différents lauréats qui vous présenteront leurs projets de recherche entre aujourd'hui et demain. Cette année aussi, on a lancé le deuxième appel à projet recherche en début du mois de mars. Donc, l'appel à projet est toujours ouvert. La deadline pour déposer vos projets, si vous êtes intéressé, ça sera pour le 25 mai. Donc, vraiment, n'hésitez pas. J'encourage vivement les professeurs de santé, les étudiants en thèse qui sont aussi dans nos centres à participer à cet appel à projet recherche. Et cette année, la subvention s'élève à hauteur de 30 000 €. Donc, dans une autre partie de mon travail, comme je vous ai dit, je travaille sur les bases de données recherche BAMARA. BAMARA, pour ceux qui ne savent pas, c'est une base de données maladies rares nationale qui est portée par l'équipe BNDMR et aussi collaboratif à l'échelle nationale. BAMARA, c'est l'outil qui permet à la saisie, le recueil des données, et la BNDMR, c'est l'entrepôt de données pour stocker toutes ces données à l'échelle nationale. Et le rôle de la filière, et donc moi sur ce projet, c'est vraiment de former les utilisateurs de nos centres à l'outil BAMARA. Donc, vous avez déjà pour plusieurs centres reçu les différentes propositions de webinaires mensuels que j'organise. Informer les centres sous format d'un bulletin mensuel aussi du développement de ce projet au sein de nos centres. Je fais aussi du contrôle qualité des données qui sont migrées des anciennes bases de données comme Semara ou actuellement des DPI vers BAMARA. Donc, ce contrôle qualité se fait aussi en collaboration avec les centres. Et on est aussi ici pour accompagner et suivre nos centres sur ce projet. Je voulais vraiment m'arrêter sur un point. Donc, au-delà de l'utilité de la base de données dans le cadre de l'amélioration de diagnostic et diminution de l'errance impasse diagnostique et aussi pour la recherche épidémiologique, cette base deviendrait obligatoire et très importante pour le recueil des activités des centres qui sont à partir de 2022 afin de mettre en place le rapport pyramide. La BNDMR et BAMARA ont mis en place un fichier téléchargeable automatiquement. Actuellement, c'est fonctionnel, mais les utilisateurs au niveau des centres peuvent toujours modifier les données manuellement. Sauf qu'à partir de 2022, cela ne va pas être modifiable manuellement. Donc, il est vraiment important de saisir les données des centres, la file active sur BAMARA. Je vous ai mis ici une cartographie représentative de l'avancement du déploiement de ce projet au niveau des centres Neurosphinx à l'échelle nationale. Donc, au jour d'aujourd'hui, sur les 98 centres maladies rares Neurosphinx, 85 sont déployés en mode autonome. Donc, mode autonome, c'est-à-dire de la saisie manuelle au niveau de BAMARA. Et 33 de ces centres bénéficient du mode connecté. C'est quoi mode connecté? C'est-à-dire ils ont déjà une fiche maladie rare contenant le set de données minimal au niveau de leur DPI. Et sur 6 centres déjà, cette fiche maladie rare est interopérable avec BAMARA
Ça concerne les centres APHP qui bénéficient de la fiche maladie rare Orbis et aussi des centres de Lyon qui sont aussi pilotes pour la fiche maladie rare d'ISLI. Donc, on espère vraiment avancer sur cette interopérabilité qui permettra d'aller plus vite et éviter de la double saisie au niveau des centres. Et pour cela, donc là, ça c'est le rapport jusqu'à décembre 2020 de l'activité de nos centres sur Bamara. Là, vous avez les différents utilisateurs dans chaque centre et aussi le nombre de dossiers sur chaque centre entre 2019 et 2020. Donc, on voit une amélioration significative. Ici, pour différents centres, c'est vraiment très visible et c'est aussi lié à l'interopérabilité sur Orbis qui a été mise en place depuis novembre de cette année 2020. Et pour ensemble sur le déploiement et le recueil des données au niveau de nos centres, la filière a répondu à un appel d'offres de la DGOS dans le cadre du projet Errance et Impasse Diagnostic. Et grâce à cet appel d'offres, nous sommes en cours de recrutement d'attachés de recherche clinique qui viendront soutenir et accompagner le recueil de données sur la base de données Bamara avec nos centres, en collaboration évidemment avec les centres et la BNDMR. Donc le but aussi de ce projet, c'est vraiment de travailler ensemble sur l'homogénéisation des pratiques et du recueil de données et de la mise en place d'un guide de codage national Neurosphinx qu'on espère vraiment développer cette année en collaboration avec les différents centres de la filière. Je vous remercie. S'il n'y a pas de questions, je passe la parole à ma collègue. Merci Safia. Il y a effectivement une question, donc on va en profiter pour la poser maintenant. Est-ce que des dossiers CIR, Crédit Impôt Recherche, sont construits pour financer les projets de recherche? J'ai pas compris. La dotation de donc la question c'est est-ce que des dossiers CIR, donc Crédit Impôt Recherche, sont construits pour financer les projets de recherche? Les crédits d'impôt recherche, ça permet donc de valider votre projet. Après, au niveau de cet appel d'offres, les projets sont assez libres. Ça peut être de la mobilité pour financer un projet scientifique, pour financer une formation, et c'est vraiment à l'appréciation du jury. Donc voilà. Après, si je peux compléter, Safia, les crédits impôt recherche, si je ne me trompe pas, sont destinés à des entreprises qui peuvent investir dans la recherche et le déduire de leurs impôts. Notre appel à projet vise plutôt à soutenir la recherche pour des professionnels de santé, quels qu'ils soient, que ce soit des soignants au sens large ou des médecins, mais ce ne sont pas des entreprises qui peuvent postuler à notre appel à projet à nous. Maintenant, il y a des tas d'autres appels à projets en France qui permettent cette démarche pour les associations, pour les entreprises, pardon. Oui, c'est vraiment destiné aux professionnels de nos centres recherche et non pas aux entreprises. Et donc, on va peut-être rappeler la dotation, à combien elle s'élève, Safia? De cette année, c'est jusqu'à 30 000 €. D'accord, bah, merci beaucoup. De rien, au revoir. Merci. On va passer donc à notre chargée de mission éducation thérapeutique du patient, donc Aline Cazenave. Aline, je te laisse prendre la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Aline Cazenave, chargée de mission éducation thérapeutique dans la filière. Juste pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc diététicienne nutritionniste de formation et j'ai exercé dans diverses unités pédiatriques, et en particulier, je dirais, pour ce qui fait référence à l'éducation thérapeutique, à la chirurgie viscérale, donc pendant de nombreuses années, et également en pédiatrie générale au niveau de la mucoviscidose. Et j'ai été très active dans le groupe de travail GTEM de l'association Vaincre la mucoviscidose pour la mise en œuvre du développement de l'éducation thérapeutique. Voilà, j'ai fait un DU d'éducation et ensuite, c'est à ce moment-là que j'ai intégré MAREP et que j'ai proposé de développer un programme d'éducation pour les enfants opérés d'une malformation anorectale. Et ensuite, c'est tout naturellement, je dirais que j'ai rejoint la filière.
Donc, mon propos aujourd'hui va en fait avoir deux axes. Tout d'abord, une mise à niveau au niveau des institutions avec les changements dans la législation et l'état d'avancement des appels à projets ETP. Et ensuite, une deuxième versant pour vous parler des formations certifiantes que développe Neurosphinx. Nous avons donc cette année une évolution dans la législation de l'éducation thérapeutique avec l'arrêté du 30 décembre qui a pris effet au 1er janvier 2021. Vous y trouverez détaillé, en suivant le lien présent sur la diapositive, le détail du cahier des charges à remplir pour les nouveaux programmes d'éducation thérapeutique. Vous y trouverez également les éléments importants pour le dossier de déclaration du programme, c'est-à-dire la charte d'engagement des intervenants, un exemplaire du bilan éducation partagée et l'attestation sur l'honneur de la conformité. Je vais y revenir. On vous conseille de vérifier également auprès de vos ARS que celles-ci ne demandent pas un document supplémentaire, ce qui est parfois le cas. Cet arrêté précise également l'importance de la formation à la coordination. Le décret du 31 décembre, qui a pris effet également au 1er janvier 2021, précise la procédure de dépôt pour un nouveau programme d'éducation. Ce qui est intéressant, c'est que l'on passe d'un régime d'autorisation par les ARS du programme à un régime de déclaration par le coordonnateur. Cela signifie que le coordonnateur signe et s'engage sur la qualité et la pérennité de son programme. La déclaration prend effet lorsque le dossier est réputé complet. C'est donc la complétude qui est validée à défaut de la pertinence. Un site commun a été mis en place pour déclarer ces nouveaux programmes. Ça va permettre une lisibilité au niveau national de l'offre d'éducation. Et, petite anecdote, il y a une base de test pour s'entraîner. Ensuite, dans le temps, rien ne change. Le changement de coordinateur, les modifications dans les objectifs du programme ou dans les sources de financement du programme vont donc faire l'objet d'une nouvelle déclaration. Et puis, il reste également toujours l'obligation de faire une auto-évaluation, de faire un bilan annuel et une évaluation quadriennale. En cas d'un programme déjà autorisé avant 2021, une déclaration devra être faite dans les 2 mois précédant la date anniversaire de l'autorisation. Puis, s'en suivra la quadriennale. Excusez-moi, je crois que j'ai été un peu vite dans mon passage de diapositive. Donc, pour l'appel à projet lancé par la DGOS, je vais passer rapidement sur certains points puisque Madame Lègre vous les a précisés tout à l'heure. Donc, voilà pour celle-ci, les différents projets qui sont éligibles. Au niveau national, donc elle vous l'a dit, pour le premier appel à projet 2019, il y avait donc 139 projets déposés, 110 retenus, dont 73 nouveaux programmes et 26 d'actualisation et 11 de déploiement. Pour en fait le centre de référence CEMAVEM, il y a un nouveau programme qui sera déposé pour les patients atteints de dystrophisme spinaux et leur entourage par le centre CEMAVEM du CHU de Rennes. Pour le centre coordonnateur CEMAVEM du CHU de Bicêtre, il y a un déploiement à distance d'un programme d'éducation thérapeutique pour le patient. Enfin, pour le centre coordonnateur MAREP de Paris-Necker, il y a un approfondissement d'un programme qui va en fait s'attaquer aux compétences importantes pour les enfants de 8-12 ans sous forme de vidéo.
excusez-moi, je reviens juste en arrière. J'ai des problèmes de passage de diapositive. Pour l'appel à projet 2020, donc il y avait 106 projets déposés et donc non pas 99 visiblement d'après Madame Legge, mais 102, avec 71 nouveaux projets et des projets d'actualisation et de déploiement. Au niveau de Neurosphinx, donc pour le centre de référence CEMAVEM, il y a un nouveau projet fort intéressant déployé par le centre constitutif de l'hôpital Tenon sur en fait l'éducation thérapeutique à la santé sexuelle chez les patients atteints de malformations pelviennes et médulaires rares. Pour les centres de référence CEMAVEM et MAREP, il y a au niveau du centre constitutif CEMAVEM et du centre de compétences MAREP du CHU de Marseille, un programme pour les enfants porteurs de troubles sextériens d'origine neurologique ou malformative et leur entourage. Je vous ai fait un rétro-planning des échéances pour ces deux appels à projets. En rouge, l'appel à projet 2019, en bleu, l'appel à projet 2020. Pour l'appel à projet 2019, nous sommes en fin de projet. La DGOS attend pour novembre 2021 les attestations de mise en place de ces différents projets. Pour l'appel à projet 2020, la DGOS attend pour juin 2021 le point d'étape, que je vais reprendre sur la diapo suivante, et pour novembre 2022, les attestations de la mise en œuvre de ce projet. Le point d'étape à 6 mois de l'acceptation consiste à rédiger sous forme libre la présentation des compétences visées par le projet éducatif et les moyens de mettre en œuvre ce projet. Ce document est à envoyer à la filière qui va centraliser et transmettre ensuite à la DGOS. Pour ce qui est de la finalisation du projet, donc en cas de nouveau programme, une déclaration aura donc été faite sur la plateforme de l'ARS et la notification de ce dépôt devra être transmise avec, si possible, un rapport d'activité à la filière qui centralisera et transmettra également à la DGOS. En cas d'un déploiement, une notification du dépôt d'un avenant à l'ARS pour signaler les modifications du financement et la création d'un nouvel outil de gestion sera à envoyer à la filière, ainsi que la preuve de la déclaration du programme dans une autre ARS. En cas d'actualisation, la filière transmettra la preuve du dépôt d'un avenant à l'ARS pour la modification du financement et la création d'un nouvel outil. Dans tous les cas, si cela est possible, un rapport d'activité sur ces nouveautés sera le bienvenu pour la DGOS, en particulier pour les projets de l'année 2020. Pour l'année 2019, on tient compte des ralentissements qui ont été dus au Covid. Je passe à la thématique suivante, à savoir les activités d'éducation thérapeutique développées dans la filière Neurosphinx. Nous ne perdons pas de vue que l'éducation thérapeutique est conçue afin d'améliorer la qualité du vécu des patients avec la maladie et également la qualité de vie de leurs aidants. Elle doit être dispensée par une équipe pluridisciplinaire formée. Nous l'avons vu dans mon propos précédent, cette éducation requiert des formations à différents niveaux. Une formation de 40 heures à la coordination de programme qui est ici en vert. Elle est demandée par tous les coordonnateurs afin d'aiguiser leurs compétences en termes de constitution et d'animation de coordination d'équipes transversales, d'analyse du contexte pour baliser le périmètre couvert par le programme, pour concevoir et conduire la démarche éducative, enfin évaluer cette démarche et évaluer et faire progresser également les pratiques. Une formation de 40 heures est également demandée pour l'animation de programme et c'est marqué ici en bleu. Elle est indispensable pour animer une session d'éducation. Elle permet de comprendre le concept, d'adopter les bonnes postures, de connaître les techniques d'animation et de connaître et créer des outils pédagogiques adaptés. Un programme d'éducation
doit être conçu, voire animé, en partenariat avec des représentants de patients. Il est donc logique de proposer une formation aux représentants de patients, que j'ai marqué ici en jaune, afin de leur permettre d'approfondir leurs compétences de soutien, d'entraide, leur capacité à témoigner et à prendre du recul par rapport à leur vécu, d'avoir des connaissances sur les droits et les aides mobilisables pour la gestion du handicap et connaître les spécificités du parcours de soins. En particulier, on peut penser à la transition, que ce soit au moment de l'adolescence ou au moment du grand âge, et acquérir également les principes fondamentaux de l'éducation thérapeutique. Cette formation peut être aussi le lieu de la discussion entre soignants et soignés sur la place de chacun dans ce parcours. Depuis 2019, donc, une formation à l'animation a été proposée aux membres de la filière, quel que soit leur statut, à condition qu'ils soient investis dans un programme existant ou à venir et qu'ils soient dans une démarche de partage d'expérience avec la filière. Cette formation est dispensée par un organisme agréé qui s'appelle l'IPSEM et qui a été choisi après une mise en concurrence. Cette formation est intégralement prise en charge par la filière et nous acceptons 15 participants par session. En 2020, nous avons, dans la continuité de cette formation à l'animation, proposé une formation à la coordination qui a été donc proposée à tous les coordonnateurs ou futurs coordonnateurs afin de régulariser leur situation vis-à-vis de l'ARS. Elle est également dispensée par l'IPSEM pour avoir une continuité dans les messages transmis et elle est financée par la filière. En interfilière, une formation de parents experts a été proposée. Cette formation a été mise en place par la filière de santé maladies rares FIMATO. Elle est dispensée par un organisme de formation qui s'appelle EM Patient. Elle est en e-learning. La prise en charge financière qui incombe à Neurosphinx est de 550 € par participant. Cette formation est ouverte aux parents aidants investis dans une association de patients partenaires de la filière, engagés dans une démarche de soutien et d'éducation thérapeutique. Ces participants s'engagent à rendre compte et à partager avec les autres membres de la filière de ce qu'ils auront glané au cours de cette formation. En théorie, sur 2021, 2 sessions de 12 participants ont été proposées. Il y avait donc, puisqu'il y a 23 filières, une place par filière sur l'année 2021. Nous avons réussi à obtenir 3 places pour cette session. Nous ne sommes donc pas éligibles pour des places lors de la 2e session de fin 2021, ni celle de 2022, sauf si des places sont disponibles. Donc pour cette formation, nous avons Madame Célia Cardozo pour l'association Tintamar, Madame Sophie Locomandou pour la PASC et Madame Dominique Loiselet pour la SBH. Donc en conclusion, pour cette année 2021, nous allons déjà finaliser les formations en cours. Donc l'animation a été terminée la semaine passée et celle à la coordination devrait se finir la semaine prochaine. Et nous allons réfléchir donc à d'autres formations pour fin 2021, voire peut-être 2022, une nouvelle formation à l'animation en fonction des demandes. Et nous allons réfléchir à une formation peut-être spécifique Neurosphinx pour parents, patients, témoins, experts ou partenaires. On peut l'appeler et réfléchir également à la thématique, enfin, aux termes que l'on peut employer. Voilà. Et puis, il reste encore toujours cet accompagnement dans des différentes équipes dans l'Hexagone qui le demandent dans leur projet d'éducation thérapeutique. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à ma collègue. Merci Aline. Donc, nous allons passer la parole à Ségolène Okoko, donc chargée de mission transition. Ségolène, je te laisse prendre place. Donc, je me présente, je suis Ségolène Okoko, chargée de mission transition. J'ai pris mes fonctions à la fin du mois de novembre
et j'ai une formation initiale de pharmacien. Alors, les projets de la filière en transition se divisent en deux parties. Donc, les projets de la filière et les projets de l'interfilière, car la filière Neurosphinx a été désignée par la DGOS comme le pilote du groupe de travail interfilière transition. Donc, pour les projets de la filière, ils s'articulent entre la formalisation d'un réseau de correspondants adultes, une journée association qui aura pour thème la transition qui aura lieu au mois d'octobre et le développement de nouveaux outils. Pour les projets de l'interfilière, nous avons organisé avec la filière Fimato et le groupe interfilière un webinaire transition qui a eu lieu le 20 mars. Nous souhaitons créer un comité de jeunes et nous animons des sous-groupes de travail dans l'interfilière. Donc, concernant les projets de la filière, l'objectif dans la transition au sein de la filière Neurosphinx, c'est de développer, déployer, évaluer les projets existants, établir une carte interactive de référents adultes qui ont été désignés par les médecins de notre réseau, et développer de nouveaux projets en sciences humaines et sociales. Donc, pour les projets en cours, nous formalisons actuellement un réseau. Il y aura la journée association qui aura pour thème la transition ado-adulte et le passage de l'âge adulte au grand âge, qui aura lieu donc le 15 octobre. Et nous souhaitons relancer un livret transition optimisé. Nous réaliserons également une vidéo de prise en main pour aider les praticiens à l'utiliser. Concernant les projets à venir, nous souhaitons développer un podcast qui est un nouvel outil pour accompagner la transition grâce à des témoignages de patients, de parents, mais également de professionnels de santé. L'avantage de cet outil, c'est qu'il est aussi transportable que son smartphone. Concernant les projets de l'interfilière, donc le prochain COPIL aura lieu le 30 avril. Il y a 21 filières sur 23 qui y participent. Les objectifs donc, du groupe interfilière transition sont pour Neurosphinx, c'est de piloter le groupe de travail et de développer les outils communs. Donc, nous avons réalisé un webinaire transition qui était donc piloté par Fimato et co-organisé par le groupe interfilière et par Prior, avec un focus sur le Pays de la Loire, ainsi que la plateforme de transition La Suite. Donc, il y a eu 130 participants, 90% de satisfaction, et les points d'amélioration qui ont été notifiés aurait été d'aborder donc la déficience mentale, le handicap dans un prochain webinaire, et également de travailler sur l'accessibilité de nos offres dans les territoires ultramarins. Concernant les outils communs transversaux, nous sommes en train de travailler sur une plaquette informative à destination des parents, également sur un kit du nouvel arrivant pour aider les nouveaux arrivant au sein des filières à comprendre toutes les spécificités des filières de santé maladies rares. Développer également le podcast à l'échelle de l'interfilière, et nous avons mis à jour le site Transition maladies rares. Nous développons également des formations pour les professionnels de santé à la transition dans les maladies rares. Nous sommes actuellement en train de concevoir un MOOC sur la transition avec la filière Firando, et nous souhaitons le développer à l'ensemble de l'interfilière. Voilà, je vous remercie. Et nous développons également un comité de jeunes que nous souhaitons consulter et avec qui nous souhaitons co-construire des projets. Nous avons également réalisé un Facebook Live avec La Suite pour montrer le partenariat entre les filières de santé maladies rares et les plateformes de transition. Donc, ce Facebook Live a connu un succès. Donc, nous avons la volonté de faire un tour de France des plateformes de transition pour faire connaître l'ensemble de ces initiatives au travers du territoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je passe la parole à ma collègue. Merci Ségolène pour cette présentation. Nous passons la parole à Julie Chassagne, chargée de mission e-santé pour la filière Neurosphinx. Merci Julie.
Bonjour à tous. Donc moi, je suis la chargée de mission e-santé pour la filière Neurosphinx et la filière Fava Multi. Donc, je vais vous parler en premier des réunions de concertation pluridisciplinaire ou RCP, et notamment de la préindication au plan France Médecine Génomique 2025, de l'application PoopNP, mais aussi du e-learning à venir et des webinaires. Donc, concernant les RCP, on avait eu l'année dernière une dotation de 20 000 € qui ont donc été utilisés à la filière pour un abonnement de 2 ans à Chers Confrères. La slide défile pas? Donc, excusez-moi. Donc, les 20 000 €, ils ont été utilisés en 2020 pour un abonnement de 2 ans à la plateforme Chers Confrères, donc, qui est la plateforme qu'on utilise aujourd'hui à la filière pour les RCP. On a actuellement 6 RCP qui sont sur notre portail Neurosphinx, donc 3 RCP nationales, MAREP, MARVU et CEMAVEM, et également 3 RCP régionales. Donc, si jamais dans la filière, il y avait besoin d'intégrer une autre RCP sur l'outil, vous pouvez me contacter. Concernant le bilan 2020 des RCP nationales, pour MAREP, il y a eu donc 5 séances de RCP et 16 dossiers discutés. Pour MARVU, 5 séances de RCP et 29 dossiers discutés. Et pour CEMAVEM, donc 8 séances de RCP et 18 dossiers discutés. La nouveauté, ça va être qu'on est en train de faire actuellement un dossier pour la validation au titre DPC DRCP national. C'est un dossier qui va être réalisé sur le compte DPC de la PHP et qui permettra de valider les pratiques professionnelles. Enfin, concernant le plan France Médecine Génomique 2025, à Neurosphinx, on a une préindication qui a été retenue et qui est les dysgraphismes syndromiques. Donc, les RCP d'amont ont commencé en décembre 2020. Donc, il y en a eu une en 2020 avec 8 dossiers discutés et une autre séance en 2021 avec 2 dossiers discutés. Donc, toutes les infos, c'est-à-dire toutes les dates des futurs RCP, mais aussi les liens des plateformes ou les contacts sont toutes à retrouver sur notre site internet, donc dans l'encadré rouge RCP que vous pouvez voir ici. Concernant l'application mobile PoopNP, donc qui est pour les patients qui ont une incontinence chronique, elle a fêté son premier anniversaire et puis après 1 an et demi de lancement, il y a donc 904 patients qui sont inscrits sur l'application, 35 médecins et cette application est donc optimisée pour iOS et Android. Enfin, cette année, on a mis en place donc 2 nouveaux outils. D'abord, les webinaires donc, qui ont pour but un partage et un échange sur des thématiques scientifiques. Donc, ça a comme format donc, une présentation en direct et une session de questions-réponses. Ils sont en ligne donc, avec GoToWebinar et en replay ensuite sur YouTube. Un autre outil donc, qui est plutôt à venir, et c'est donc les e-learning qui ont pour but la formation professionnelle validante pour le DPC. Ce sera sous format de 3 vidéos, donc une par centre, qui vont être filmées et montées par OpiNews. Et il y aura des quiz qui permettront donc la validation DPC. Et ces vidéos seront disponibles sur notre site internet. J'ai fini pour ma partie et je laisse la place à Tiffaine. Merci Julie. Tiffaine, c'est à toi. Tiffaine Piron, chargée de communication. Bonjour à tous. Je suis Tiffaine Piron. J'ai rejoint la filière de santé Neurosphinx en avril 2020 où j'occupe actuellement le poste de chargée de communication. C'est un poste qui est situé à l'interface de pas mal d'activités entre les différentes chargées de mission et très interconnecté au réseau associatif. Il comporte donc plusieurs volets qui sont détaillés dans le plan que vous voyez actuellement. Je vais passer directement à l'aspect information de réseau, où on pourrait en fait faire un petit parallèle ou une analogie entre une filière de santé et un organisme dont le cœur serait constitué des patients et des associations de patients.
le cerveau d'un réseau de praticiens experts et pour faire fuser tout ça, des chargés de mission qui font circuler l'information dans cet écosystème. Donc, c'est vraiment le cœur de mission de Neurosphinx, hein, l'orientation vers un réseau de praticiens dédiés pour toute demande provenant de patients, professionnels de santé, paramédicaux, médecins, relative aux pathologies qui sont prises en charge par la filière. Donc, la crise sanitaire nous a conduit à étendre un petit peu ses prérogatives sur l'année 2020. Le second volet d'information réseau consiste en la veille et la restitution d'informations sous un format accessible au grand public de veille auprès d'organismes institutionnels, notamment la Haute Autorité de Santé, les ministères, Santé publique France, ou auprès de portails spécialisés et de sociétés savantes, telles qu'Orphanet ou les plateformes maladies rares. En ce qui concerne la gestion éditoriale, c'est la production de contenus multi-supports, à la fois numérique et print, qui ont l'objectif d'informer tout ce réseau des actualités de la filière et des ressources mises à disposition par les différents acteurs qui la constituent. On va tout de suite passer à la présentation de la refonte du site Internet qui nous a occupé une bonne partie de l'année 2020. Il a été mis en ligne en janvier 2021. Alors, je vous invite à vous rendre vous-même sur le site pour vous faire votre expérience utilisateur propre. Mais je reviens sur un ou deux points de détail. La grande nouveauté, c'est notamment l'intégration de cette plateforme emailing à laquelle vous pouvez directement vous abonner à nos newsletters pour recevoir les contenus détaillés et l'actualité de la filière. Nous avons aussi fait un gros travail pour optimiser l'ergonomie des cartes interactives dans le but de donner aux patients davantage d'informations sur l'accessibilité à un réseau d'experts susceptibles d'assurer sa prise en charge et son suivi. Et je vous rappelle à vous, praticiens, que vous pouvez également contribuer à construire et à améliorer le maillage de ce réseau d'information pour le rendre parfaitement exhaustif en remplissant le formulaire afin d'actualiser les données de vos centres. Concernant le contenu éditorial, on a essayé également de le réactualiser et de le densifier. Je vous inviterai à vous rendre sur l'onglet bibliothèque où vous retrouverez tous les contenus éditoriaux qui seront évoqués dans le volet print auquel je vais passer. Nous avons également, pour terminer, souhaité mesurer en fait l'adhésion et le niveau de satisfaction du public à cette nouvelle interface web. Je vous invite donc à nous faire part de toutes vos remarques. Vos avis sont vraiment importants pour nous faire progresser. Afin d'optimiser l'expérience utilisateur et de délivrer une information toujours plus fluide et intuitive. En ce qui concerne les réseaux sociaux, donc nous avons 3 réseaux quotidiennement animés qui sont assez complémentaires. Facebook, qui est plutôt un réseau destiné aux patients et aux associations, c'est un petit peu le blockbuster de la filière, si je puis m'exprimer ainsi, puisque nous sommes la deuxième filière de santé maladie rare la plus suivie avec le plus d'abonnés. Je vais vous détailler par exemple un exemple de stratégie que l'on a débuté à la fin du premier confinement, qui était en fait Facebook Live, qui ont été lancés dans le but de rassurer, d'informer les patients. Et comme la demande et l'adhésion étaient plutôt fortes, on a déployé cette nouvelle collection d'outils qui fonctionne très bien sur un format très grand public. Sachez que vous, centre de référence, centre de compétences, professionnels de santé ou association, vous pouvez proposer une thématique d'intervention de live. Concernant LinkedIn, alors c'est l'une de nos plus belles progressions sur l'année 2020, puisque vous voyez comme un taux d'évolution d'inscrits de près de 95%. Donc nous sommes à 320 abonnés actuellement, et Twitter, dont l'animation a démarré un peu plus tardivement, sera, je l'espère, un peu plus développée en 2021. Côté print, donc on a poursuivi l'existence, c'est-à-dire la newsletter, qui est un document d'information transversale qui est diffusé aux acteurs du réseau de manière trimestrielle et qui regroupe les actualités de la filière, de l'équipe projet, des projets déployés au sein des centres, dans les associations, également des dossiers documentaires et thématiques, l'agenda des événements liés aux maladies rares. Donc on a sorti
3 numéros depuis l'année dernière. La collection phare de Neurosphinx, ce sont ces livrets thématiques Parlons-en, hein, qui sont destinés aux patients. À l'été 2020, une enquête a été réalisée ainsi qu'un sondage, à la fois pour mesurer le niveau de satisfaction sur ces guides et impliquer davantage les patients pour les faire choisir le thème du prochain livret qui sera donc destiné à parler de sa maladie et se confronter au regard de l'autre. Quelques nouveautés également, un glossaire des acronymes et termes médicaux qui permettrait de faciliter le niveau de compréhension des patients à un vocabulaire qui est parfois un petit peu technique pour des profanes. Nous avons également des infographies et des dossiers documentaires que vous pourrez retrouver sur le site de Neurosphinx. Et puis, nous avons lancé des témoignages patients qui ont pour but en fait de présenter des aventures ou des projets montés par des patients touchés par des pathologies de la filière. L'objectif étant de susciter chez eux un certain espoir et optimisme et de montrer qu'être atteint d'une maladie rare n'empêche pas d'avoir une vie remplie de rêves ambitieux. Je vous invite à retrouver la première interview de ce patient qui a été donc Luc Girose, qui est suivi par le Centre de référence Mardu et atteint d'extrophie médicale, qui nous a présenté ses défis sportifs début mars. Au niveau de l'interfilière, je suis donc membre du comité éditorial qui coordonne l'ensemble des opérations de communication conduites conjointement avec les 23 filières de santé. Les outils collaboratifs mutualisés dans l'interfilière, il y en a beaucoup. Il y a des livrets d'informations destinés aux médecins généralistes, des documents multi-supports comme des kakémonos, des enquêtes réalisées dans le cadre des congrès, notamment ceux de la médecine d'urgence. Les projets actuellement en cours sont un livret d'information dédié au génome et au parcours patient, dont je m'occupe de la coordination éditoriale, et un portail commun pour mutualiser les ressources des 23 filières de santé sous forme de site web. L'événementiel, je vais passer extrêmement vite, puisque c'est un petit peu le parent pauvre en ce moment compte tenu du contexte de la crise sanitaire. Pour finir sur une note d'espoir, peut-être un congrès qui sera planifié en présentiel du 2 au 4 juin. Ce sera celui de la Société française de médecine génomique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je passe la parole à ma collègue. Merci beaucoup, Tiffaine. Donc, pour terminer, nous allons écouter Sandrine Mandy, donc assistante administrative. Sandrine, c'est à toi. Mandy Sandrine, je suis la secrétaire, l'assistante administrative de la filière Neurosphinx, mais aussi de la filière TEDCO et de la filière FIMARAD. Je suis l'intermédiaire entre le centre financier du centre hospitalier Cochin, dont nous dépendons, et les filières. Je suis chargée de réunir les informations et les documents nécessaires pour les prises en charge des transports et des déplacements des différents agents de la filière. Et je m'occupe aussi de la saisie des différentes demandes d'achat sur un logiciel informatique avant la transmission de la demande d'achat au service financier de l'hôpital Cochin. Et prochainement, en fait, afin d'élargir mon domaine de compétences, je vais me former sur la base de données Bamara pour pouvoir venir en soutien aux futurs attachés de recherche clinique qui sont en cours de recrutement pour saisir des données dans le logiciel, la base de données Bamara et pour les aider en fait pour le contrôle qualité des informations saisies dans la base de données. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je passe la parole à Madame Iris Senakis. Ah, Senakis. Enfin, merci. Merci Sandrine. Donc pour introduire la prochaine session, je passe la parole au docteur Crétol. Bien, merci à toutes. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Effectivement, j'ai vu passer une question sur les RCP. C'est des réunions de concertation pluridisciplinaires. On utilise beaucoup d'acronymes et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. C'est des réunions auxquelles les médecins et les soignants en général peuvent se connecter et on discute des dossiers complexes des patients. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'ai pas forcément suivi en direct le chat et s'il n'y en a pas d'autres, on est à peu près dans les temps.
Je vais passer la parole à nos associations. C'est une partie très importante de cette matinée. Les partenaires incontournables, évidemment, qui sont à l'origine d'ailleurs du premier plan maladie rare. 1 heure pour qu'ils s'expriment et nous présentent même les nouveaux arrivants au sein du comité de nos associations. Et je laisse tout de suite la parole à Mado Gilanton et à Virginie Marcelino, qui sont les représentantes auprès de notre comité association de toutes nos associations.